Après l'épisode du référendum en France, aux Pays-Bas, après l'écrasement de la Grèce, nous voici face à un nouveau coup de force de l'establishment européen. Pour ces gens, l'expression démocratique des peuples n'est possible que s'ils font le choix entre oui ou oui. C'est totalement inacceptable, c'est une leçon pour tous les peuples de l'Europe. Alors maintenant, quelques citations parues dans la presse cette semaine. Delio Di Rupo d'abord lundi passé, pour un oui wallon, il faudrait encore négocier des semaines, il faut des avancées significatives. Et nous voulons pouvoir faire appel à des experts pour ne pas être dupés par ce traité. Benoît Ludgen, ensuite, mercredi passé, la Commission a un comportement de délinquant politique. Tout repassera par le Parlement wallon. Quant à ceux qui dramatisent les choses, il faut arrêter, la terre continue de tourner. Après 8 ans de négociations opaques, on peut se donner un peu plus de temps. Et vous, monsieur le ministre-président, mardi passé, on a déjà reçu 3 ultimatums. On ne tolérera pas un 4e, sinon nous cesserons les négociations. On ne peut pas nous demander de passer outre les procédures parlementaires. Alors, que s'est-il passé? Comment se fait-il que toutes ces déclarations auxquelles je souscris pleinement, au-delà des désaccords qu'on peut avoir par ailleurs, que toutes ces déclarations aient volé à la poubelle? Vous avez conclu un accord hier à midi. À 17 h, vous avez convoqué la commission qui s'est réunie à 21 h 30 hier soir. Certains des textes nous sont parvenus encore en soirée pendant la commission. Et aujourd'hui, à 11 h, vous nous demandez de débattre en plénière sur l'accord. Même pas 24 heures donc. Dimanche dernier, monsieur le ministre-président, vous aviez dit, je cite, « toujours refuser de vous inscrire dans un calendrier contraignant, afin de donner suffisamment de temps à l'examen démocratique et parlementaire des textes. » Je vous suivais tout à fait jusque-là. Mais maintenant, c'est ça que vous appelez donner suffisamment de temps à l'examen démocratique des textes, moins de 24 heures? Voulez-vous à ce point éviter les débats et empêcher les parlementaires et la société civile de se pencher sur le contenu concret de l'accord? Tout le monde sait, et vous l'avez reconnu, que les enjeux sont énormes et les textes difficiles. Imposer ce timing est un coup pour passer en force et ce n'est pas acceptable. Hier, vous avez justifié cela en disant on n'a pas le choix, c'est le Conseil qui impose l'ultimatum. Jusqu'ici, vous aviez défendu une position de principe, estimant que la démocratie et la responsabilité par rapport aux citoyens passaient avant les ultimatums européens. Je vous suivais à 100%. Pourquoi ce revirement de votre part? Ce coup de force pose évidemment question aussi quant au fond de l'accord. Et venons-en au fond. Je ne ferai pas partie de ceux qui disent que vous n'avez rien obtenu, monsieur Magnat. Je sais à quel point les pressions ont été fortes. Le fait que nous ayons, avec ce Parlement, ouvert un large débat démocratique dans la société civile européenne sur un traité que tous les dirigeants européens s'apprêtaient à faire passer comme une lettre à la poste en catimini est un premier acquis et il n'est pas sans importance. Les avancées dans la reconnaissance formelle de certains nombres de principes et d'engagements concernant par exemple la sécurité et l'assurance sociale. Je peux aussi citer l'engagement de consulter la Cour européenne de justice. Mais ces éléments ne sont clairement pas suffisants de mon point de vue. Sur les questions fondamentales, les problèmes restent les mêmes. Tout d'abord, vu qu'on ne touche pas au texte, il est clair que l'ADN du CETA reste le même. L'ADN du CETA, comme celle du TTIP, c'est d'être un traité de dérégulation et de mise en concurrence des peuples d'une ampleur sans précédent. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter les échanges entre amis. Il s'agit d'augmenter la concurrence et la dérégulation, augmenter la libéralisation de l'économie. Bref, il s'agit d'augmenter encore les profits des multinationales, tant européennes que canadiennes. Nous avons eu suffisamment d'auditions dans ce Parlement qui ont mis cela en lumière. Les conséquences seront gravissimes. On le voit avec l'exemple de l'ALENA, ce traité du même type que le CETA, qui lie les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pour le CETA, Pierre Kohler, économiste du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies, qui vient de réaliser une étude pour la Tufts University, est venu présenter ses conclusions il y a 2 semaines ici même. Je cite, « L'accord détruirait près de 204 000 emplois en Europe et mènera à une compression des hausses de salaire équivalent à une perte annuelle moyenne de 651 € par employé, transférant par là même 0,66% du PIB européen des travailleurs vers les détenteurs du capital. Au final, le niveau de revenu intérieur brut de l'Union serait diminué de 0,49% d'ici à 2023. Une perte de revenus inférieure à la hausse des revenus du capital. Les effets de redistribution excédant les effets de croissance, les détenteurs du capital sortiraient gagnants de ce scénario, malgré un déclin relatif du niveau du PIB européen. Cette logique de dérégulation et ses effets désastreux se feront aussi sentir au niveau environnemental et sanitaire. Les clauses sociales et environnementales ne sont que de bonnes intentions. Hier, vous nous avez parlé de l'engagement qui se trouve dans la déclaration à ne pas assouplir la législation du travail pour attirer des investissements. Sérieusement, cela vaut quoi?
Les gouvernements sont déjà partout en train d'assouplir les législations du travail. En renforçant la concurrence, le CETA va renforcer cette spirale vers le bas. Cette déclaration, c'est un peu comme l'Europe sociale. On met tout le monde en concurrence, on crée un grand marché dans lequel jouent de puissantes entreprises qui vont continuer à se renforcer. Mais de l'autre côté, on assure qu'on va tout faire pour que cela profite aux travailleurs. Ensuite, je voudrais revenir sur la question des tribunaux d'arbitrage. Dans l'accord que vous soumettez, le principe des tribunaux spéciaux pour les multinationales reste. Ce qui est logique vu que vous n'avez pas pu ouvrir les négociations sur le texte du traité lui-même. Alors vous aviez certes obtenu la confirmation de leur non-application provisoire, ainsi que des engagements améliorés dans le futur, mais soyons sérieux. Premièrement, sur le fond, voulons-nous de ces tribunaux, oui ou non? Mardi passé, vous avez dit, je cite, « Nous ne voulons pas, ni maintenant ni demain, d'arbitrage privé. Nous pensons que les conflits entre les multinationales et les États doivent être tranchés par des juridictions publiques, qui défendent l'intérêt public, qui défendent l'environnement, la sécurité sociale et les secteurs publics. » Personnellement, je suis d'accord ici encore avec le Paul Magnette de mardi, pas celui de vendredi. Dans ma conception de la démocratie, il n'est pas imaginable que nous acceptions ce principe d'une justice d'exception réservée aux multinationales pour attaquer les États. C'est une condition largement suffisante pour refuser de signer un texte. Deuxièmement, concernant les engagements que vous avez reçus, notamment concernant l'indépendance de ces tribunaux, en quoi sont-ils garantis? Qu'est-ce qui nous dit que dès que le rapport de force que nous avons maintenant en bloquant la signature sera perdu, la Commission ne va pas se contenter de réformes mineures? Surtout qu'en termes d'indépendance par rapport aux multinationales, on peut dire qu'ils s'y connaissent à la Commission européenne. Il n'y a qu'à voir Barroso et Goldman Sachs. Enfin, j'ai encore beaucoup de doutes concernant la validité juridique des déclarations que vous avez obtenues. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas de validité, mais bien qu'elles ont une moindre valeur. En cas de contradiction entre le CETA et l'instrument interprétatif, ce sera le texte du traité qui compte. Ce qui est logique puisqu'elles ne font que donner une interprétation de ce qu'il y a dans l'accord, comme le rappelait Mme Lepiès et son cabinet CMS de Bakker, l'experte que nous avons entendue dans ce Parlement, qui a encore rendu hier un avis juridique. Que se passera-t-il si une multinationale estime qu'il y a une contradiction? Qui tranchera l'avis? Sans parler du fait qu'il y a une pelletée de documents différents, certains signés par le Canada et l'Union européenne, d'autres par l'Union européenne toute seule, d'autres encore par la Belgique toute seule. J'ai encore beaucoup de doutes sur d'autres points, comme le principe de précaution, la coopération réglementaire, les listes négatives ou la protection des services publics existants, ou peut-être à venir. Je voudrais encore dire que, contrairement à ce que vous déclarez, je considère bel et bien que le CETA est un cheval de Troie pour le TTIP. Cela a été dit plusieurs fois dans ce Parlement, c'est le premier accord de nouvelle génération et d'une telle ampleur qui est négocié par l'Union européenne, cela constitue un précédent. Sans compter qu'une série de multinationales américaines pourront utiliser l'implantation réelle sur le sol canadien de leurs filiales pour profiter directement du CETA. Signer le texte avec tout ce qu'il contient de négatif revient à cautionner ce précédent, lui apportant un tampon progressiste. Un de vos arguments majeurs est qu'on peut à tout moment retirer la prise, jusqu'à la rectification. Quand je vois ça, je peux vous dire que la machine infernale, je n'ai même pas envie de la brancher. Et vous le savez, aujourd'hui, nous avons un certain rapport de force, mais demain, qu'en sera-t-il? À ce propos, je l'ai dit également hier, mais je tenais à le répéter aujourd'hui, je veux saluer ce qui s'est passé ces dernières semaines et mois en Wallonie. La mobilisation citoyenne des organisations syndicales, des agriculteurs, des mutualités et de toute la société civile. Grâce à eux, on ne regardera plus jamais les traités de la même façon. Vous devriez donc de nouveau les écouter un peu plus aujourd'hui. J'ai discuté avec des agriculteurs, des syndicalistes et avec des citoyens qui sont à la base des mobilisations. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de mécontentement par rapport à cet accord. Je terminerai en disant que résister n'est pas facile. Je sais la difficulté de la tâche. Mais aujourd'hui, comme nous avons construit un certain rapport de force, comme vous l'avez dit vous-même, l'enjeu de taille à travers le CETA, c'est une vision néolibérale de la mondialisation qu'ils veulent imposer pour des années à venir. La logique du moindre mal et du sans nous serait pire a vécu. Il faut s'appuyer sur le rapport de force et voir comment on peut l'élargir. Les gouvernements sont contre nous, mais le soutien des peuples en Europe et au Canada est énorme et vous le savez. Si vous faites ce choix, vous aurez le PTB à vos côtés. Par rapport à tous ces éléments et en tenant compte du timing qu'on tente d'imposer à ce Parlement en faisant voter des textes si importants en moins de 24 heures, je demande à tous les parlementaires de rejeter l'ultimatum qui nous est imposé et de refuser de voter ce texte. Rouvrons les discussions, réentendons la société civile et les experts à propos de ce texte et surtout développons le rapport de force pour obtenir un tout autre traité que celui qui nous est servi actuellement. Merci.